Bonjour et bienvenue dans Géopolitis pour cette rétrospective sur la guerre en Ukraine. En envahissant l'Ukraine sans raison, Vladimir Poutine a mis le feu et versé le sang au cœur de l'Europe, mais il a dû reculer après une percée au printemps. La menace nucléaire agitée dès le premier jour par le président russe plane toujours, même s'il semble revenir à une dissuasion plus classique de représailles en cas d'attaque nucléaire. La question primordiale des crimes de guerre se pose, mais on est encore loin d'un tribunal spécial permettant de juger Poutine. Pour faire le bilan provisoire de cette guerre, Géopolitis reçoit une invitée exceptionnelle. La présidente moldave Maia Sandu nous a accordé un entretien à l'occasion de sa venue à Genève au sommet pour une coopération efficace au service du développement. Cette ancienne économiste à la Banque mondiale a été élue en 2020 sur un programme pro-européen et anti-corruption contre un candidat soutenu par le Kremlin. La Moldavie est officiellement candidate à l'Union européenne depuis le 23 juin, mais veut rester neutre et n'applique qu'une partie des sanctions contre la Russie. Petit pays enclavé entre l'Ukraine et la Roumanie, elle est l'une des anciennes républiques soviétiques qui se sent le plus menacée par la Russie. Depuis 1992, Moscou maintient une garnison dans la république sécessionniste pro-russe de Transnistrie. Et depuis le début de la guerre, c'est un chantage énergétique au gaz russe dont elle dépend à 100%, des cyberattaques et une guerre de l'information qui visent à déstabiliser la Moldavie. C'est une démonstration de force des pro-russes à Chisinau, la capitale moldave, pour célébrer la victoire soviétique contre l'Allemagne nazie le 9 mai. En visite le même jour, le secrétaire général de l'ONU ne cache pas son inquiétude. Je dois dire que la Moldavie est en première ligne pour préserver la paix et la stabilité dans le monde. Plus que jamais depuis le début de la guerre en Ukraine, les Moldaves retiennent leur souffle. Ce petit pays en majorité roumanophone, indépendant depuis l'éclatement de l'Union soviétique dont il faisait partie, craint d'être la prochaine cible de Vladimir Poutine. En cause, une série d'explosions dans la République moldave du Dniestre, le nom officiel de la Transnistrie, qui a fait sécession en 1992 et n'est reconnue par aucun pays, pas même la Russie, qui y maintient pourtant une garnison de 1500 hommes. Bonjour Madame la Présidente, c'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Géopolitis. Lorsqu'il est venu vous rencontrer en mai dernier, Antonio Guterres a déclaré « La Moldavie est en première ligne pour préserver la stabilité et la paix dans le monde ». Est-ce toujours le cas ? La Moldavie est le plus fragile des pays voisins de l'Ukraine. L'Ukraine partage avec nous sa deuxième plus longue frontière. Cela signifie pour nous l'augmentation du risque de trafic d'armes, de trafic d'êtres humains, de trafic de drogue, tout ce que la guerre peut apporter de néfaste. Nous avons aussi la région séparatiste de Transnistrie, contrôlée de facto par la Russie, ce qui crée des risques de sécurité pour le pays, spécialement maintenant. La Moldavie est un pays pauvre. Nous avons été affectés économiquement par cette guerre et bien sûr, nous avons dû prendre en charge la crise des réfugiés. Donc oui, nous faisons face à des problèmes significatifs. Vous mentionnez la Transnistrie. Est-ce que la jonction que la Russie projetait de faire entre les territoires occupés en Ukraine et la Transnistrie est toujours une menace pour la Moldavie ? Tant que les Ukrainiens continueront de récupérer des territoires, ce risque est atténué. Mais nous avons vu des missiles russes violer notre espace aérien. Nous avons eu des débris qui sont tombés sur notre territoire, sur les maisons des Moldaves. Il y a un risque de déstabilisation même si l'armée russe est éloignée de la Moldavie. Mais la Russie mène une guerre hybride contre nous, donc les risques sont bien présents. À ceux qui tenteraient d'interférer avec nous, et plus encore de menacer notre pays, notre peuple, ils doivent savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et conduira à des conséquences que vous n'avez encore jamais connues.
Le scénario tant redouté. Dans la nuit de mercredi à jeudi, les chars russes entrent sur le territoire ukrainien depuis la Biélorussie et depuis la Crimée. Les premiers bombardements visent des systèmes de défense ukrainiens et des bâtiments résidentiels. Une guerre préparée depuis des mois sur le terrain de l'information et de la propagande. Dans son ivresse militariste, l'Ukraine continue de masser ses équipements militaires vers la ligne de front. Et son chef, le comique, motive en personne les bourreaux. Sur la télévision d'État russe, l'Ukraine a été régulièrement accusée de préparer une attaque. Un État qualifié de nazi, soutenu par les puissances occidentales. Durant ces dernières décennies, la nazification de l'Ukraine s'est faite grâce à la complicité et même l'approbation de pays soi-disant civilisés. Berlin et Paris, comme Bruxelles et Londres, ont garanti ce processus. Rien que sur Twitter, l'activité de comptes suspects assimilés à la propagande russe aurait augmenté de 3000% en novembre et en décembre. Dans cette guerre de l'information, Washington adopte une autre stratégie et pour la première fois révèle systématiquement des informations classées secret défense. Des officiels américains assuraient que Moscou préparait une vidéo pour justifier une invasion. Entièrement fabriquée par les services de renseignement russes. Déstabiliser toujours un peu plus l'adversaire aussi sur le front des cyberattaques. Depuis janvier, des piratages de grande ampleur paralysent régulièrement plusieurs ministères ukrainiens. Arrêtons-nous sur ce qui est au cœur de cette guerre, la volonté de l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN et la menace que l'OTAN ferait peser sur la Russie, selon Vladimir Poutine. Alors, qu'en est-il exactement? Est-ce que c'est un prétexte? À l'origine, en fait, l'Ukraine voulait surtout adhérer à l'Union européenne. Et la révolution de Maïdan en 2014 a commencé parce que le président de l'époque, Viktor Yanukovych, avait refusé de signer l'accord d'association avec l'Union européenne. Mais depuis ce que l'Ukraine considère comme l'agression de la Russie, l'annexion de la Crimée et la guerre à l'est de l'Ukraine, l'Ukraine affiche de plus en plus fortement sa volonté d'adhérer à l'OTAN. L'OTAN, pourtant, est très réticent de l'accueillir l'Ukraine. Depuis le sommet de Budapest de 2008, la France et l'Allemagne avaient mis le veto sur l'adhésion de l'Ukraine en craignant justement la réaction des Russes. Néanmoins, l'Ukraine estime qu'elle a été attaquée en 2014 en ayant le statut d'un pays neutre et désormais, elle souhaite l'adhésion à l'OTAN qui est inscrite cette volonté est inscrite dans la constitution ukrainienne et l'opinion publique ukrainienne va de plus en plus dans ce sens et soutient de plus en plus, à plus de 50% aujourd'hui et a fortiori ce sera encore plus le cas demain, l'adhésion de son pays à l'OTAN. Et la Russie y a vu en effet une grande menace que même sans l'adhésion officielle, l'OTAN installe des troupes et du matériel sur le territoire ukrainien, à côté des frontières russes. C'est un dilemme de sécurité assez classique. Un pays qui voit son voisin s'armer finit même par attaquer le premier pour prévenir cette menace. C'est un changement de cap pour la Finlande et la Suède. Ces deux pays traditionnellement neutres ont déposé leur candidature officielle à l'OTAN. C'est un tournant radical et historique pour notre pays. Nous quittons une époque et entrons dans une nouvelle. La Suède met fin à 200 ans de non-alignement militaire. La Finlande suivait cette même politique depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est l'offensive russe en Ukraine qui a fait basculer les opinions dans ces deux pays. Quel rôle peut aujourd'hui jouer l'OTAN face à la Russie de Vladimir Poutine? Que peut l'OTAN? Quelles sont les options aujourd'hui? Oui, alors les options sont très restreintes parce que les contacts entre les sociétés civiles qui pourraient viser à transformer le régime en Russie ne sont plus là à cause des limitations de liberté en Russie actuelle. Donc l'OTAN peut être l'arme, disons, dissuasive qui permette à réinvigorer le dialogue et qui donne plus de poids au dialogue qu'il faut mener avec la Russie. Quelle est la limite? Où cela s'arrêtera-t-il? Depuis le 24 février dernier, jour de l'invasion russe en Ukraine, un bras de fer total s'est amorcé.
Les sanctions pleuvent, Vladimir Poutine continue. En fin de compte, tout cela conduira à l'accroissement de notre indépendance, de notre autonomie et de notre souveraineté. Vous devez durcir les sanctions contre la Russie pour qu'elle n'ait plus aucune possibilité de continuer ce génocide. Pourtant, au lendemain de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les sanctions décidées par les pays occidentaux sont sans précédent. Nous nous engageons à ce qu'un certain nombre de banques russes soient coupées de SWIFT. Ensuite, nous empêcherons Poutine d'utiliser son trésor de guerre. Nous allons paralyser les actifs de la Banque centrale russe. L'Union européenne cible aussi les oligarques, s'engage à livrer des armes à l'Ukraine, ferme son espace aérien, interdit en Europe les médias jugés trop proches du Kremlin, introduit des droits de douane punitifs, stoppe les exportations des produits de luxe vers la Russie. Chaque jour ou presque, l'escalade de sanctions se poursuit. Nous interdisons toutes les importations de pétrole, de gaz et d'énergie russe. Par bus, par train, à pied pour certains, ils sont des dizaines de milliers à franchir chaque jour les frontières qui séparent l'Ukraine de la Pologne, la Roumanie ou encore la Moldavie. J'ai laissé toute ma vie là-bas. J'espère vraiment pouvoir y retourner. Je veux pouvoir rentrer chez moi un jour. Plus de 3 millions de personnes ont fui l'Ukraine en quelques semaines. Une crise comme n'en a pas connu le continent depuis la Deuxième Guerre mondiale. Face à ce drame humanitaire, des centres d'accueil s'ouvrent en urgence partout en Europe. Les compagnies ferroviaires de plusieurs pays ont annoncé la gratuité des trajets pour les réfugiés ukrainiens. Des particuliers aussi se mobilisent, comme ce mécène suisse qui a affrété un avion pour ramener 150 réfugiés, ou ces milliers de personnes qui, en Suisse, en France ou en Allemagne, sont volontaires pour accueillir des Ukrainiens chez elles. L'Union européenne ouvre aussi grand ses portes. Pour la première fois, elle active une directive vieille de 20 ans et accorde un statut de protection temporaire aux personnes fuyant l'Ukraine. Elles recevront un permis de séjour d'1 an renouvelable, leur donnant accès au marché du travail, aux soins et à la scolarité. Dans quelles circonstances avez-vous appris que la guerre avait commencé le 24 février? Où étiez-vous? Comment avez-vous vécu cela? Je me suis réveillée à 4 heures du matin. J'ai vu sur Internet et les réseaux sociaux ce qui était en train de se passer. À 5 heures, j'étais dans mon bureau et j'ai convoqué le gouvernement pour une réunion extraordinaire. Et quelques heures plus tard, nous avons vu les premiers réfugiés entrer dans le pays. Nous avons tout de suite vu que c'était notre plus grand problème, notre plus grande tâche, et que nous devions l'empoigner très rapidement. Parce que nous voyions des dizaines de milliers de personnes arriver tous les jours. Parfois 30 000 personnes par jour entraient dans le pays, ce qui est un chiffre considérable pour nous. Quel était le maximum de réfugiés? Au cours de ces 9 mois, nous avons atteint un maximum de 700 000 réfugiés ukrainiens entrés dans le pays. Certains restaient quelques jours, d'autres quelques semaines ou quelques mois. Nous avons toujours environ 80 000 personnes, ce qui représente 3% de la population. Mais au moment du pic, cela représentait plus d'un quart de la population. La Moldavie est un pays pauvre. Comment avez-vous géré cette charge? Ça devait être très lourd pour vous. Nous avons beaucoup de chance. Notre population est très généreuse. La plupart des réfugiés habitent chez les Moldaves. L'État n'aurait pas eu la capacité d'abriter autant de réfugiés. Mais grâce au fait que les Moldaves ont ouvert leur cœur et leurs maisons aux réfugiés, nous avons pu accueillir toutes ces personnes. Vous êtes ici pour le sommet sur l'efficacité de l'aide au développement. Est-ce que c'est un défi que l'on vienne pour vous aider, mais souvent sans même demander de quoi vous avez besoin?
Parfois, c'est un défi de coordonner les efforts. Je dois dire que c'était plus difficile au début parce que les gouvernements n'avaient jamais eu à gérer une pareille crise de réfugiés et nous avons dû apprendre très vite. Et les organisations internationales ne sont pas venues assez vite. Ça leur a pris du temps d'arriver en Moldavie. Dans les 2 premiers mois, ça a été difficile. Plus tard, ça a été plus facile parce que nous avons appris comment faire et nous avons eu plus d'aide des organisations internationales. J'ordonne au ministre de la Défense et au chef d'état-major de mettre les forces de dissuasion de l'armée russe en régime spécial d'alerte au combat. Dans cette mise en scène retransmise en direct à la télévision russe, au 4e jour de l'invasion en Ukraine, Vladimir Poutine vient de brandir la menace de l'arme nucléaire. Menace glaçante alors que la Russie détient l'arsenal atomique le plus important au monde. Près de 6000 ogives, dont presque un quart actuellement déployés. Elle devance les États-Unis et les 3 autres membres permanents du Conseil de sécurité, Chine, France et Royaume-Uni. Le Pakistan, l'Inde, Israël et la Corée du Nord détiennent eux aussi l'arme nucléaire. Russes et Américains totalisent à eux seuls environ 90% du stock mondial. Et quasiment tous ces pays ont étoffé depuis l'an dernier leurs forces de frappe, comme la Chine qui a produit 60 ogives supplémentaires. Londres a étendu ses capacités de production, une première en 30 ans. L'usage de l'arme nucléaire aujourd'hui, même une arme nucléaire tactique, pour la première fois depuis les Hiroshima et Nagasaki en 1945, serait un tabou absolu qui serait levé. Mais je ne peux pas imaginer que Poutine franchisse cette étape et que les Chinois le laissent faire. Parce qu'on ne se lance pas dans une guerre nucléaire qui appellera immédiatement des représailles, des ripostes, sans s'assurer que ses alliés ou en tout cas ses partenaires vous soutiennent. Et la Chine a déjà fait savoir par une petite déclaration du ministre des Affaires étrangères Wang Yi qu'elle ne soutiendrait pas l'usage d'armes de destruction massive. Bien qu'il ait récemment atténué la menace, Vladimir Poutine continue d'agiter le risque d'une guerre nucléaire. Doit-il être pris au sérieux? Vous craignez cela? Bien sûr, il faut prendre cela très au sérieux. Et tout le monde devrait travailler très intensément et très sérieusement pour que cela n'arrive jamais. Vous dépendez aussi à 100% du gaz russe. Vladimir Poutine pourrait très bien décider de couper le gaz. C'est une menace? Gazprom a déjà réduit de 60% ses fournitures à la Moldavie, bien que nous ayons un contrat et que nous avons payé. Nous achetons donc du gaz sur d'autres marchés. Nous avons aussi des problèmes d'électricité parce que nous sommes très dépendants de l'électricité, étant donné que nos centrales ont été privatisées illégalement par les Russes en Transnistrie. Et maintenant, elle est utilisée aux dépens de la Moldavie. Les Européens ont étouffé de chaleur cet été. L'Espagne, l'un des pays les plus touchés par les canicules, a pris les premières mesures visant à réduire sa consommation de gaz. Symboliquement, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a décidé d'enlever la cravate pour mieux supporter les 27 degrés auxquels sera limitée la climatisation dans certains bâtiments. Pour cet hiver, la Commission européenne recommande une baisse du chauffage, ainsi que de fortes réductions de consommation pour les industries, et surtout la prolongation indéfinie des centrales nucléaires. Objectif, moins 15% de gaz, soit 45 milliards de mètres cubes économisés sur les 153 milliards que fournit la Russie, 40% de la consommation de l'Union européenne. Assiégée durant un mois par les forces russes, Trostianets est aujourd'hui libérée, mais détruite. Il manque de tout, médicaments, eau, nourriture. Certaines personnes n'ont pas vu de pain pendant un mois. C'est fou! La famine menace de nombreuses villes ukrainiennes.
Le manque de nourriture risque d'atteindre bien d'autres régions du monde. La Russie et l'Ukraine représentent à elles seules près du tiers des exportations mondiales de céréales. De nombreux pays en dépendent, en particulier cette trentaine d'États qui importent plus de la moitié de leur blé de ces deux pays. Une dépendance qui atteint même 100% ou presque pour l'Érythrée, le Kazakhstan, la Mongolie ou l'Arménie. La Russie et l'Ukraine sont aussi d'importants fournisseurs d'orge, de soja, de maïs et d'huile de tournesol. Le secrétaire général des Nations Unies redoute des répercussions mondiales catastrophiques. Nous devons tout faire pour éviter un ouragan de famine et l'effondrement du système alimentaire mondial. Le problème, en fait, il n'est pas tant sur la disponibilité, même au niveau mondial, des céréales. C'est un problème d'accès. Oui. Avec ce renchérissement et l'indice de la FAO du prix des denrées alimentaires est à un niveau historique, n'a jamais été aussi élevé depuis que cet indice est en place. Donc, il y a des disponibilités, il y a un peu de stock qui permettront de relâcher la pression. Le problème, c'est pour les populations pauvres, pour les pays à bas revenus, c'est d'accéder précisément à ces denrées. L'un des pires visages de la guerre. À Mariupol, un hôpital pour enfants et une maternité détruits mercredi dans un bombardement russe. L'attaque a fait au moins 3 morts et 17 blessés. Le président ukrainien dénonce un crime de guerre. La frappe aérienne sur la maternité est la preuve ultime. La preuve que le génocide des Ukrainiens est en cours. Des civils pris au piège des combats dans plusieurs villes ukrainiennes et des bombardements de zones résidentielles ici à Tchernihiv. À Kharkiv, Human Rights Watch et Amnesty International dénoncent l'usage de bombes à sous-munitions qui frappent aveuglément belligérants comme civils. À Kiev, le centre névralgique de l'information a aussi été bombardé. Autant de drames qui pourraient constituer des crimes de guerre au regard du droit international, comme le dénoncent aussi plusieurs responsables européens. Ce sera notamment à Karim Khan de le déterminer. Le procureur de la Cour pénale internationale vient d'ouvrir officiellement une enquête à la demande de 39 États, y compris la France et la Suisse. La récolte de preuves a déjà commencé et portera sur les crimes commis en Ukraine depuis 2013. Côté russe, mais aussi côté ukrainien, Moscou accuse notamment les nationalistes d'avoir commis un génocide dans le Donbass et d'utiliser leur propre population comme bouclier humain. Êtes-vous favorable à un tribunal spécial pour poursuivre la Russie pour crimes d'agression? J'ai suivi ces discussions et je crois que sous une forme ou sous une autre, tous les crimes contre l'humanité devraient être présentés à la justice et devraient être punis. Sinon, nous risquons de les voir se reproduire dans l'avenir. Mais la question est de savoir si Vladimir Poutine sera un jour déféré devant un tribunal pour répondre de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre. Ce que nous avons vu à Boutcha, à Mariupol ou à d'autres endroits en Ukraine représente clairement des crimes contre l'humanité et devraient être punis. Comment voyez-vous l'avenir alors que nous allons entrer dans la 2e année de guerre? Comment le voyez-vous? Cela va être difficile. La communauté internationale, tous ceux qui croient à la liberté, à la démocratie et à la paix, doivent continuer à soutenir l'Ukraine. L'Ukraine a besoin d'être soutenue militairement et économiquement, parce que si la Russie n'est pas stoppée, cela va créer un précédent dans le sens où la loi internationale ne sera pas respectée. L'Ukraine est en train de défendre sa liberté, la liberté de la Moldavie et celle de tout le continent. Et c'est important pour le salut de la démocratie, quelles que soient les difficultés, et je comprends que c'est difficile. Croyez-moi, je viens d'un pays pauvre qui paie aujourd'hui son gaz 7 fois plus cher que l'an passé.
4 fois plus cher pour son électricité, avec une inflation de 35%. Je comprends à quel point c'est difficile pour tout le monde. Mais quoi qu'il en soit, nous devons rester unis et solidaires avec l'Ukraine pour ramener la paix sur notre continent et consolider nos démocraties. Merci Madame la Présidente, c'était un plaisir de vous recevoir dans Géopolitis. Merci. Si elle se veut sereine, malgré tout, la présidente moldave sait qu'elle reste sous la menace directe de la Russie et qu'elle doit continuer à compter sur la solidarité européenne. Comment les opinions publiques du vieux continent vont-elles évoluer par rapport à cette guerre? Le soutien à l'Ukraine sera-t-il toujours aussi fort? Après un hiver qui s'annonce difficile, nous aurons l'occasion d'y revenir au cours de nos prochaines émissions. Sur ce, au nom de toute l'équipe de Géopolitis, je vous souhaite une bonne année 2023 et je vous remercie de nous rester fidèles sur notre chaîne YouTube, les canaux de la RTS et sur les antennes de notre partenaire TV5 Monde. Portez-vous bien.